Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et nous accueillons Mason au 39 Oui, 21. Ai-je bien prononcé votre prénom, Mason? oui, très très bien, c'est ça, D'accord. parfait. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ah, je vais très bien, merci. Bon. Alors, Mason, je crois savoir que vous êtes rentré en contact avec nous, mais que ça n'est pas ce soir votre premier passage radio, hein. C'est ça, voilà, exactement. Alors, dites-moi tout. Alors, je m'appelle Mason, donc Ewing. J'ai 37 ans, j'ai eu 37 ans cette année, là, au mois d'avril. Ouais. Moi, j'ai perdu la vue quand j'avais 14 ans. Parce que tout simplement, on va dire, je suis déjà d'origine camerounaise de ma mère et américaine de mon père. Oui. Donc, je suis né au Cameroun et je suis arrivé en France en janvier 89. Donc, on va dire maintenant, il y a plus de 30 ans. D'accord. Donc, voilà. Ce qui Et veut dire que vous êtes tombé aveugle donc lorsque vous étiez déjà en France. voilà. Mais en fait, quand je suis arrivé en France en janvier 89, j'étais encore voyant. Je n'avais aucun problème de vue. De base, c'était pas une maladie. Je n'aurais pas dû perdre la vue. Mais bon, on va dire que, ce qui m'est arrivé m'a fait perdre la vue. Voilà. Donc, j'ai pas la vue qu'à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qui vous a fait perdre la vue à l'âge de 14 ans? Ce qui m'a fait perdre la vue, pour raconter en gros, c'est parce que, on va dire, ma mère était décédée, parce que ma mère s'est fait tuer à l'âge de 20 ans. Elle s'appelait Marie. Ma mère était mannequin, styliste, modéliste. Oui. Elle vivait au Cameroun. En fait, je suis venu en France pour habiter chez mon oncle et ma tante, en fait. Mhm. Voilà, donc, qui s'appelle Lucien, Jeannette et Koala, qui étaient des gens pour qui je pensais vraiment que ça allait très bien se passer. Sauf que malheureusement, à l'âge de 6 ans, quand je suis arrivé en janvier 89, on va dire que les choses ont commencé très mal, très très mal, parce que je m'y attendais pas du tout. Déjà, ils ont commencé par me battre. Ils me battaient assez souvent, presque même tous les jours. À l'époque, on était deux. Il y avait une de mes cousines aussi qui s'appelait Anne-Karine, qui malheureusement est décédée, donc pas à son âme. Elle est morte, elle avait 9 ans à l'époque, elle avait 2 ans de plus que moi. Moi, j'allais à avoir 7 ans en 89. D'accord. Et en fait, ce sont cet oncle et cette tante qui vous ont battu, comme ça? Voilà, en fait, pendant des années, pendant 8 ans, ils m'ont battu, ils m'ont brûlé, ils m'ont séquestré, ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. En fait, j'étais leur esclave, j'étais totalement leur esclave, c'est-à-dire que je faisais tout, le ménage, je lavais leur linge, on va dire, alors que j'avais 6 ans, j'avais leur linge à la main, dans une baignoire, j'avais des tonnes de linge, je faisais le ménage, à manger, tout ça. Et pendant 8 ans, ils m'ont enfermé. On était vraiment séquestrés, on n'avait pas le droit de sortir. Et il y a même une période où j'étais totalement enfermé dans une chambre où je ne pouvais même pas aller aux toilettes. Et je pense que les choses qui ont été les plus atroces pour moi, c'était les moments où ils ont passé leur temps à me brûler avec des allumettes, avec des briquets. Par exemple, parce que c'était pour me punir, ils me mettaient à genoux, les bras tendus. De chaque côté, j'avais des pierres. Donc, soit des pierres ou des dictionnaires. Et comme j'étais petit, déjà, un dictionnaire, vous imaginez, c'est quand même assez lourd, Oui, même pour carrément. un adulte. Alors, quand j'avais 6 ans, on mettait ça de chaque côté. Donc, à peine que mes bras descendaient, soit me battait avec une massue, soit elle me brûlait avec des allumettes ou un briquet. Voilà, donc il y a ça. Et ce qui était atroce aussi, c'est que j'ai subi pendant 8 ans, c'est quand même la purée de piment dans les yeux. Et ça, c'est horrible, parce que comme je dis, la purée de piment, c'est pas de la harissa. Honnêtement, déjà ça, vous imaginez quand un enfant met un peu du poivre dans ses yeux, ça pique énormément. C'est horrible. Alors, Horrible. c'est horrible. Parce que la purée de piment africain, moi je parle du Cameroun parce que je ne connais pas les autres pays. Nous, c'est des gros morceaux de piment qui sont très forts, qui sont mixés avec de l'ail, des oignons, il y a des condiments africains, il y a du poivre, du sel. Et tout ça, ça se met au frigidaire avec de l'huile. Alors je ne vous dis pas avec le froid et tout ça, donc c'était atroce. Et je subissais ça pendant des heures. Pendant des Alors, heures, ils me mettaient ça. mais pourquoi, en fait, cet oncle et cette tante se sont mis à vous martyriser de la sorte? Honnêtement, je n'en sais rien. J'ai voulu le savoir. Oui, Parce que j'ai quand même, vous en doutez, j'ai été quelques années après, parce que pendant longtemps, j'avais peur d'eux, j'étais traumatisé. Vraiment, ils me faisaient très peur. bien sûr. Donc, je me suis dit, je vais aller les rendre visite. Je vais aller les voir. C'était en décembre 2010. Et j'ai pris contact avec eux. Je suis parti les rendre visite. Parce que moi, parce que j'en avais marre de faire des cauchemars, j'arrivais pas à dormir. Donc, ça m'a beaucoup aidé depuis que j'ai été les voir. Mais bon, malheureusement, ma tante, elle a dit qu'elle regrettait pas tout ce qu'elle m'a fait, que pour eux, c'était bien fait que j'ai pas de la vue, j'ai eu ce que je méritais. Donc, voilà. Mais Mason, c'est ce que vous voulez me dire, c'est que
ces deux personnes n'ont jamais été condamnées, n'ont jamais été en prison parce qu'ils vous ont fait? Alors, quand j'ai porté plainte, parce qu'on va dire que pendant des années, parce qu'en fait, pendant des années, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à faire des fugues. J'ai fait quand même plus d'une centaine de fugues. J'ai été appelé la police, j'ai appelé à l'aide, j'ai été voir des juges, on a été voir des psychiatres, tout le monde était au courant, et malheureusement, personne n'a rien fait. Mais Chaque fois que j'en faisais, personne ne vous voilà. croyait? Personne ne vous Non, croyait? personne. Et chaque fois, on me remettait chez mon oncle et ma tante. On me remettait chaque fois chez mon oncle et ma tante. Et chaque fois, j'étais frappé, j'étais battu de plus belle. Et donc, j'étais encore enfermé. Heureusement que j'étais scolarisé. C'est ça qui m'a permis de faire des fugues. Et puis, donc voilà. Donc, ça fait que pendant longtemps, je me suis enfermé sur moi parce que personne ne croyait en moi. Donc, personne ne me croyait. Donc, j'ai fait des traumatismes, tout ça. Je suis parti en hôpital psychiatrie, tentative de suicide. Et puis, un jour, j'ai décidé de parler. En fait, et en décidant de parler, là, j'ai porté plainte. Ma tante, elle est partie quelque temps en prison juste parce que c'était l'enquête. Parce que la juge, ça l'a tellement énervé de savoir que tout ça m'était arrivé, que personne n'avait rien fait. Ma tante, elle a pris 1 an de prison. Oui. Et mon oncle était recherché, il était en cavale. Sauf que le jour du procès, il a été retrouvé. Ma tante était libérée depuis. En fait, le jour du procès, j'étais le bourreau et j'étais les victimes. Alors que c'est moi qui avait été maltraité. C'est moi qui les avais enfermés pendant 8 ans, qui les avais battus, qui les avais brûlés. Et en plus, il y avait une autre de mes cousines, on va dire que ma tante avait poussé du 2e étage, qui est venue témoigner, qui s'en est sortie. Voilà, il y a eu pas mal de preuves, beaucoup de gens, voilà, l'école où j'étais, les gens sont venus témoigner, mais malheureusement, on est en France. On va dire que je n'ai pas été écouté. De toute manière, ça n'a pas servi à grand-chose. Je vous le dis honnêtement, mon procès n'a servi à grand-chose. C'était une mascarade pour moi. Ouais. Et en fait, vous pensez, est-ce que vous avez pensé à l'option on se venge sur cet enfant pour se venger de ses parents? Est-ce qu'il y avait un différent entre cet oncle et cette tante et vos parents, même si votre maman était décédée? Ah non, pas du tout, parce que, regardez, ma tante, ma tante Jeannette, c'est ma grande-tante, puisque c'était la sœur de ma grand-mère. Oui. Donc, ma mère, c'était sa nièce. Et ma tante ma grande-tante et ma mère, qui était sa nièce, elles étaient très proches et très, très amies. Elle aimait vraiment plus que tout. Et ça, par contre, ce n'était pas des rumeurs, ça, c'est la vérité. Parce que c'est une chose qui était, effectivement, s'entendait très, très bien. Elle était très complice. Sauf que c'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi ma tante m'a fait ça, alors qu'elle n'a pas arrêté de dire qu'elle aimait ma mère. Vous n'avez jamais eu la moindre explication? Non, jamais. Mais c'est pas grave. Moi, le plus important pour moi, c'est que j'ai été les voir, j'ai pu leur dire la de vérité, j'ai pu dire ce que je pensais, j'ai pu avancer, et puis voilà. Comme je dis aujourd'hui, c'était mon destin. De toute façon, ça devait être mon destin. Et je pense qu'il fallait que je passe par là, il fallait que je parte de la vue, il fallait que ma mère elle meure. Et aujourd'hui, on peut rien y faire, c'est comme ça. Oui, bien évidemment, mais je salue votre courage et surtout la non-envie de vous venger plus... vous voyez, parce que j'imagine que bon nombre de personnes à qui on aurait fait ce type de choses auraient eu envie de se venger, de se faire justice soi-même. Oui, surtout que je sais pas si avec mon livre qui vient de sortir, là, Les yeux du destin, justement, je raconte tout dedans parce que je me suis quand même retrouvé à la rue à 19 ans, j'étais en foyer, les femmes d'accueil, on m'a traité de sale noir, on me disait que les noirs étaient faits pour être brûlés, on me nourrissait la nourriture pour chien, les femmes d'accueil me battaient, tout le monde était au courant, pareil à l'ASE, on n'a jamais rien fait, à 19 ans, on m'a mis à la rue, j'étais au SAMU social, là-bas j'ai subi des attouchements sexuels par un aide-soignant, donc mon calvaire a toujours continué, ma vie a été très très difficile. Mais bon, comme je dis aujourd'hui, pour moi, avoir par de la vue, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. C'était ma force, en fait. Donc, si ma vie devait recommencer, en fait, j'ai aucun regret. Tant pis, ce qui m'est arrivé, ça devait m'arriver. Mais aujourd'hui, ma force, c'est que je suis très positif. Et pour moi, voilà. C'est pas grave, je vois beaucoup mieux que certaines personnes, même si je suis dans le noir. Vous pensez que c'est... vous acceptez... Alors, bien évidemment, l'acceptation... on le dit souvent, on l'a dit et redit ici, c'est que l'acceptation est une étape nécessaire pour que, lorsque on est en situation de handicap, on vive mieux. Mais vous le prenez comme ça? Vous dites que c'était votre destin? C'était ça, votre destin, de perdre ses yeux?
Ah oui, c'était ça mon destin de toute manière. Ah oui, moi j'ai aucun regret honnêtement. Je sais que là, c'est vrai que, comme dit beaucoup de monde, chaque fois j'ai vécu la totale. On va dire, j'ai même tout vécu, ma vie a été atroce. C'est vrai que j'ai passé des années à pleurer, c'était une tristesse. J'ai fait des tentatives de suicide. Et ça, c'est la plus grande bêtise que j'ai fait de ma vie. Et je regrette d'ailleurs parce que aujourd'hui, je suis content de m'en être sorti et je suis content de m'être loupé. Parce que, honnêtement, bah, franchement, c'est vrai que c'était très, très dur pour moi. C'était dur. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Peut-être que l'amour de ma mère, de mes amis. Mais aujourd'hui, je le dis, oui, franchement, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Parce que regardez, aujourd'hui, j'ai beau être dans le noir, je suis styliste designer. J'ai été quand même élu le premier styliste et producteur de cinéma au monde aveugle. Donc, je dessine, je fais du cinéma, je fais plein de choses. Je suis producteur. Voilà, je trouve que pour moi, mon handicap a été une force. Oui, Et aujourd'hui, c'est magnifique, mais n'empêche que reste ce comportement inqualifiable et impardonnable de cet oncle et de cette tante. Ils sont toujours en vie aujourd'hui? ah oui, ça habite pas loin de chez moi. Et pour être honnête avec vous, honnêtement, je vous en veux pas. Vous ne J'en l'en veux voulez plus. pas? Non, je n'en veux pas. Pourquoi? Honnêtement, en fait, j'ai pas envie d'avoir de la haine comme eux. J'ai pas envie, je les ressemble pas. Je suis pas comme eux. C'est pour ça, comme je dis dans mon livre, quand j'ai écrit mon livre Les yeux du destin, je ne veux pas que les gens aillent les voir pour les frapper, pour les faire quoi que ce soit. Et il y a même des gens qui m'ont appelé par rapport à ça. J'ai dit, mais pourquoi faire? Ça ne sert à rien. Moi, surtout pas, ce que je ne veux pas, c'est les ressembler. Honnêtement, c'est des gens qui sont amers. Et ben moi, je ne le suis pas. Et donc, en fait, ils ont voulu me détruire, mais ils m'ont rendu beaucoup plus fort. Ils m'ont C'est donné beaucoup de force. c'est formidable hein, ce que vous racontez, mais vous comprenez cette réaction de personnes qui ont eu envie de vous venger, vous, parce qu'en lisant vos écrits, votre livre, Mm. euh, alors moi je ne l'ai pas lu encore, mais je vous écoute raconter ça. Euh, oui, je vous avoue que c'est ce qui m'a traversé, moi, ça. Et Oui, c'est vrai que ce que m'a dit beaucoup de gens, les gens, la plupart d'ailleurs, parce qu'ils m'ont dit, comme j'ai eu beaucoup de témoignages, les gens qui ont lu mon livre, ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup pleuré, énormément beaucoup de gens. Mais mon livre, il a de la tristesse, mais aujourd'hui, il y a aussi le bonheur. Parce que, regardez, si je n'aurais pas vécu tout ça, ben, j'aurais pas vécu les plus belles choses qui m'arrivent aujourd'hui. C'est vrai que j'en ai payé le prix fort, c'est vrai, mais aujourd'hui, je trouve que, eh ben, être dans le noir, c'est quand même quelque chose de beau. Parce que ça me permet de voir les choses tellement différemment, apprendre à connaître les gens, s'intéresser à la vie des autres. Voilà une chose que ne font pas beaucoup de gens malheureusement. Moi, oui, je suis oui. très humain, je m'intéresse beaucoup à l'humanité et à beaucoup de gens, par exemple, les gens avec qui je travaille, si je les connais pas, je ne travaillerai pas avec eux. Mhm. Donc, je suis certain que si je serais voyant, j'aurais continué à voir les choses différemment. Donc, je pense que oui, j'ai les yeux peut-être, ils sont peut-être dans le noir, mais ils sont grands ouverts et je vois beaucoup mieux que les gens. Donc, les gens qui veulent me venger, c'est très gentil à eux. Je sais que c'est parce qu'ils ont été touchés par mon histoire, mais c'est pas la solution. Honnêtement, surtout que je veux pas qu'ils ressemblent à mon oncle et ma tante. Je pense que c'est des gens très bien, qui ont été touchés, qui ont cœur. Mon oncle et ma tante n'ont pas de cœur. La preuve, moi, il y a quelques années, c'était choquant. Ma tante, elle m'a appelé en me demandant du travail. Mais c'est insensé. Elle vous a appelé pour vous demander du travail. C'est ça. Alors qu'elle m'avait dit que c'était bien sûr que j'avais perdu la vue, alors que cette femme, elle a dit qu'elle n'avait jamais regretté tout ce qu'elle avait fait. Voilà, pour elle, c'était normal tout ce qu'elle avait fait, donc voilà. Donc, et encore, là, ce que je vous raconte, c'est rien, parce que c'est quand même tout ce que j'ai vécu, c'était vraiment atroce. Mais bon, comme je dis, c'est pas grave, c'est du passé. Et aujourd'hui, je suis heureux. Est-ce que c'est un livre sur le pardon? Hum, Est-ce que vous l'évoquez, ce pardon, dans le livre? je le dis que je les en veux pas. Après, oui, je les pardonne aussi parce que honnêtement, j'avais besoin de la pardon. Je l'ai pas fait pour eux, je l'ai fait pour moi. Je Oui, l'ai fait pour moi oui, parce que oui. moi j'avance. Et moi, ce que j'avais envie de leur montrer, c'est que bah, vous avez voulu me détruire, mais malheureusement, vous avez perdu. J'ai gagné. Voilà. Aujourd'hui, être handicapé, être dans le noir n'est pas une tare. Franchement, pour moi, c'est au contraire, c'est une force. Et c'est ça qui est triste, c'est que malheureusement, les gens pensent aujourd'hui que ceux qui viennent perdre la vue, et ben, comme j'ai entendu dans l'émission, dans votre émission, que bah, dès le moment qu'on perd la vue, on peut plus faire grand chose. C'est pas vrai. Au contraire, même si on n'a pas de la vue, eh ben, on peut faire de très très belles choses. Après, je pense qu'une question de confiance est un point valide. Parce que malheureusement, c'est vrai que beaucoup de personnes voyant, pardon, aveugles pensent que dès le moment qu'ils devient, on va dire, dès le moment qu'ils perdent la vue, ben, pour eux, ils sont faits pour faire quoi? Ben, aller pour être standardiste, pour faire kiné ou pour faire certains métiers. Non. Ben, moi, j'avais envie de montrer aux gens que je vois dans le noir, je peux faire des belles choses dans le monde des voyants. Et dans la vie, tout est possible quand on le veut.
Vraiment, il faut le vouloir. Rien n'est impossible. Et ça, après, ça dépend des personnes. Moi, je sais que personnellement, ma force, c'est ça, c'est que quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Et je n'ai jamais peur de rien. Vous en êtes la preuve vivante, en tout cas, mais il faut quand même une sacrée dose de spiritualité et une sacrée force pour arriver à pardonner et surtout à comprendre dans quel état, je dirais, dans quelle élévation vous vous trouvez aujourd'hui par rapport à ça. Parce que lorsqu'on vous écoute parler, on réalise combien vous avez tiré de la force, bien évidemment, de toutes ces épreuves. Mais j'ai l'impression que lorsque vous parlez de ce noir dans lequel vous êtes plongé, et justement votre perception des gens, elle s'en est trouvée encore plus pure, cette perception des gens, plus juste. Est-ce que c'est comme cela que vous l'entendez? Oui, je l'entends comme ça. Mais je précise aussi que des fois, malheureusement, être dans le noir, ça peut faire peur des gens. Il y a des gens qui ont eu peur, beaucoup. Je sais que être dans ce milieu, les gens ils ont beaucoup eu du mal à avoir confiance dans une personne qui est non-voyante. Mais moi, je suis toujours très positif. En fait, j'ai toujours cru en moi. Vous savez, à l'époque, quand j'ai annoncé que je voulais faire de la mode, du cinéma, je vous assure, on m'a traité de menteur, d'arnaqueur. J'ai droit au pédophile, j'ai droit à beaucoup de choses. Mais chaque fois, je disais, oui, c'est vrai. Comment tu sais, tu as raison. En fait, je n'aime pas me justifier, je ne me justifie pas. Parce que vous savez pourquoi? Parce que je suis intègre. Parce que la seule chose la plus importante pour moi dans la vie, c'est qu'aujourd'hui, que je crois en moi. Parce que comme je dis, quand j'ai eu mes galères, il n'y a pas eu grand monde qui était là. Je dis me démerder. Voilà. Et ma force, c'était l'amour de ma mère. C'est ça le plus important. Après, le reste, mon handicap, pour moi, c'est plutôt au contraire, c'est une force, c'est une qualité. Et je pense que si toutes les personnes non-voyantes qui m'entendent, s'ils ont envie de faire quelque chose, qu'ils le fassent vraiment, qu'ils ne se mettent pas de barrière. Oui. Parce que Oui. moi, je m'en suis pas mise du tout. Et pour moi, je vous assure que vous serez étonnés, mais être dans le noir, c'est quelque chose de beau. Souvent, il y a des gens qui aimeraient que je retrouve la vue, mais pourquoi? C'est pour eux, c'est pas pour moi. Parce que si moi, je suis bien comme ça, il est où le problème? Bien sûr, bien Tout sûr. le monde n'a pas toujours envie. C'est vrai, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir vu longtemps, mais je me suis rappelé des belles choses. Et puis, si un jour je dois la retrouver, je la retrouverai. Je serai toujours aussi content. Mais Mhm. aujourd'hui, je n'ai rien envie à personne. Mais Rien du tout. ce que j'entendais dans ma question, c'est que j'ai comme l'impression que le fait que vous ne voyez pas les gens qui sont devant vous ou qui vous parlent, j'ai Mhm. l'impression que votre perception des gens et votre analyse des gens s'en est trouvée encore plus, Plus forte. oui, plus forte, plus précise. Vous voyez, plus Ça, c'est forte. vrai. C'est le mot, plus forte. C'est ça. Moi, je vous le dis honnêtement, je vois mieux que des voyants. Beaucoup mieux que les voyants. Par exemple, les gens ne comprennent pas regarder. Quand je vous donne un exemple, je fais des castings des fois. Les acteurs sont étonnés parce que je prends le temps de parler avec eux. Je m'intéresse à eux. Je peux rester une heure avec un acteur. Parce que, en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que moi, quand je passe du temps avec eux, des fois, ils sont surpris. Ils disent, mais il vaut mieux qu'on se rencontre. Mais moi, vous savez ce que je leur repense souvent? Non. Mais de toute façon, qu'on se rencontre ou pas qu'on soit au téléphone, ça ne changera pas grand-chose pour moi. Dans les deux cas, je te vois déjà. Vous voyez déjà. Vous n'avez Voilà. pas, vous n'avez Parce que en pas, fait, pardon, allez-y, pardon. vous n'avez pas euh, finalement droit à tout le côté un peu calculé de l'apparence, un peu, vous savez, on se donne un genre, pas mal de gens s'habillent Mm. de telle façon, se donnent tel genre, je parle esthétiquement parlant. Euh, le côté sophistiqué des gens ne vous touche pas pour le coup. En fait, vous serez étonné parce que j'aime tout le côté sophistiqué, j'aime les belles choses justement. J'aime les belles filles, je travaille dans la mode, donc effectivement quand je fais un casting, quand je fais mon prochain défilé, c'est très important pour moi. Mais à côté, c'est pas sur ça que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter d'abord là sur l'humain. Par exemple, s'il n'y a pas d'humanité sur les gens qui postulent pour moi à tant mannequin, je ne travaillerai pas avec eux. Je ne suis pas du tout intéressé. Moi, limite, je préfère prendre quelqu'un qui a un physique, on va dire, quelconque, comme vont penser certaines personnes, qui est une personne qui a un beau physique juste parce que, et à côté, au teint, il est gris. Moi, je privilège beaucoup l'humain, énormément. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, effectivement, je m'arrête. Vous avez raison, vous avez raison à votre question, parce que je pense que je m'arrête pas beaucoup à ça. Mais après, il y a des moments quand même, ça joue, puisque je suis quand même dans le domaine de la mode. Oui. C'est pour ça que quand je fais des castings, et c'est important parce que comme j'ai des professionnels qui viennent voir mes défilés, et ben quand même, je respecte des critères. C'est important. Mais alors justement, Voilà. Mason, je me fais
le relais de tous ceux qui écoutent. Et je vais peut-être vous poser une question qui va vous paraître idiote, mais comment est-ce que, comment est-ce que vous faites pour savoir qu'une personne est belle physiquement, esthétiquement? Je m'en doutais que vous allez me poser cette question. Ben oui, Bah, en fait, oui, je vais vous le dire comment je fais. Eh ben, je suis mon instinct. C'est toujours ce que je dis, je suis mon instinct. Vous savez, la dernière fois, France Télévisions sont venus me filmer. Ils étaient étonnés parce que c'était pour une émission sur France 2. Ils étaient étonnés parce qu'ils m'ont vu entraîner des mannequins. Je reprenais les pas des mannequins alors que j'étais tout seul, je reprenais les pas. Et vous savez, mes mannequins marchent souvent mieux que des mannequins qui ont été entraînés par des voyants. Il y a aussi pas longtemps, TF1 est venu me filmer pour le 20h du max parce que je faisais un casting et c'était pour un concours de beauté. Ils étaient étonnés parce que j'ai su décrire la fille alors que je ne la voyais pas. En fait, je vous assure, sur le moment, c'est mon instinct. Je ne décide pas. Je pense que c'est pour ça que je vous dis que c'était mon destin. Il fallait que je parle de la vue, c'était obligatoire. Je pense que je devais représenter le handicap parce que moi aujourd'hui, d'ailleurs, je suis ambassadeur de handicap international. Je suis ambassadeur de l'association Le Refuge. Je me bats pour beaucoup pour tout ça. C'est pour ça aussi que j'ai créé une marque de vêtements, on va dire qu'il y a du braille. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de messages à passer, des messages sur le oui. handicap, sur le racisme, sur l'homosexualité. En fait, je suis une personne qui amène de la paix. Moi, j'ai besoin de paix. Voilà. Donc, je pense que c'est mon instinct qui m'aide beaucoup. Mon instinct, je suis beaucoup mon instinct. C'est pour ça que les gens souvent me disent, mais comment tu fais pour sélectionner cette fille? Mais elle est très jolie. Et souvent même, pour être honnête, hein, mes amis, des fois, je trouve qu'ils n'ont pas des très bons goûts quand il s'agit des choses de sélectionner mes mannequins. Ben, vous savez, dans tous mes défilés, vous serez étonnés, c'est moi qui choisis tout le temps mes mannequins. Et vous pouvez aller voir, si vous tapez mon nom, vous verrez, les filles sont tout le monde, chaque fois, elles sont très jolies. Eh ben, je suis mon instinct. C'est ça qui est beau. Oui, Ben, oui, c'est pour ça qu'il parfaitement, faut que parfaitement. beaucoup, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aveugles, il faut qu'ils sachent que, faut pas qu'ils s'enferment, il faut pas qu'ils pensent qu'ils peuvent pas faire des choses. Au contraire, on peut tous faire des choses. Il faut juste nous donner, voilà, il faut nous donner une chance. Et c'est pour ça que là, je vais me battre aussi pour que, justement, un jour, il y ait une loi, Maison Wing, autour de tout ça, du handicap, autour du braille sur les vêtements. Ça, c'est un de mes prochains combats. Et alors, justement, qu'est-ce que cela vous a apporté, le fait d'être plongé dans le noir, vous qui avez connu hein, les couleurs, la lumière, euh, ces visages tout autour de vous. Aujourd'hui, en fait, que diriez-vous de ce qui vous porte? C'est cette imagination beaucoup plus développée aujourd'hui? Beaucoup, beaucoup. Et puis, en fait, quand vous posez cette question, je veux vous répondre à une chose. Ben, les couleurs, je les vois toujours. Vous savez pourquoi? Parce que Non. j'ai tous mes champs de vision. Parce que tout ce que j'ai vu avant, comme j'ai vu jusqu'à l'âge de mes 14 ans, eh ben, mon cerveau fonctionne encore à merveille, au top. Vous savez que toutes les couleurs, par exemple, quand là, vous me parlez d'une couleur rouge, ben, le rouge va apparaître directement à côté de moi. C'est mes champs de vision, en fait, qui continuent à marcher. Dans les lumières, je continue toujours à les voir. En fait, je suis dans le noir sans l'être. Et c'est ça qui est beau, c'est que dans ma mémoire, continue à travailler, travailler. Dans ma mémoire, me ramène les belles couleurs, les belles choses que j'ai vues avant. C'est pour ça que mes yeux sont toujours restés grands ouverts, même s'ils sont dans le noir. Alors, on a beaucoup de réactions au 739-21 vous concernant. Et la question qui revient régulièrement, c'est celle qui concerne les médecins. Lorsque des médecins ont constaté que vous aviez perdu la vue suite à quelque chose de complètement inhabituel, puisque on a bien dû constater que vos yeux avaient été brûlés par des matières. Alors, je ne sais pas si les médecins ont pu voir si c'était du piment, mais beaucoup de personnes s'interrogent sur le fait que les médecins n'aient pas signalé une situation totalement étrange et une situation très grave touchant un enfant. Bah, bah, c'est ça que moi je comprends pas. Vous savez, de toute façon, tout a été très mal fait parce que, on va dire quand j'étais petit, quand je partais en fugue, déjà, j'allais pas voir les médecins. J'allais pas voir les médecins. J'allais voir des psychiatres, justement. Mais j'ai jamais été voir un médecin pour ce qui m'était arrivé. En fait, je pense qu'on m'a tellement pas cru que, à cette époque, je parlais, dire que j'étais maltraité parce que c'était le piment, mais c'était aussi des barres de fer. Vous imaginez le crâne d'un enfant de 6 ans qui n'est pas encore formé. On prenait ma tête, on tapait contre les carrelages de la salle de bain, contre Oui. les carrelages, contre les bords de la baignoire. C'était quand même les coups, en plus avec une massue. Les gens s'imaginent pas, mais ça a duré très longtemps, 8 ans. Et C'est-à-dire le que pire, c'est que, ils ont voulu vous tuer, ces voilà. gens-là. Ils ont essayé de vous tuer quand même. Si je ne serais pas parti en fugue, je serais mort. D'ailleurs, j'en ai payé le prix fort, mais c'est pas grave. C'est la vie. La vie, elle continue. Mhm. Est-ce que aujourd'hui, vous qui vous battez euh, contre le racisme à tout niveau, vous vous battez contre l'homophobie,
Euh, Qu'est-ce que vous pensez du fait, justement, que votre oncle et votre tante n'aient pas été punis? C'est insensé, ça. Bah, honnêtement, j'ai été, sur le moment, à l'époque, j'étais, vous savez, ils ont eu 1 an avec sursis, 5 000 euros de dommages et intérêts, que je n'ai jamais touché. Et à ce moment-là, j'étais en colère, j'étais très en colère à ce moment-là parce que j'aurais aimé quand même au moins que mon oncle aille en prison parce que sa femme, elle a quand même fait 1 an, mais bon, j'aurais aimé qu'ils apprennent plus tous les deux. Mais bon, c'est pas grave, ils sont partis libres, ils étaient très fiers d'ailleurs. En plus, le jour du procès, mon oncle maintenant était venu bien habillé, tout, voilà, il était très fier. Mais bon, c'est pas grave. Comme on dit, la vie, elle avance. C'était très dur pour moi, mais j'ai avancé, je n'en veux plus aujourd'hui. Mais moi, ce que je peux dire aussi, c'est que pour les auditeurs, c'est que j'espère que en écoutant mon message, ils vont comprendre une chose, c'est que nous, les personnes handicapées, on veut s'en sortir, on veut faire des choses. Et que j'espère même qu'il y a des personnes, parce que regardez, je galère des fois pour trouver des investisseurs, parce que les gens n'ont pas assez confiance aux personnes handicapées. Et moi, j'aimerais bien que les gens me donnent une chance, ils comprennent que voilà, je me plains pas, je suis toujours très positif. Et honnêtement, je vous le dis, si on devait me demander pour mon passé, est-ce que si je devais reprendre le départ de ma vie pour recommencer les mêmes choses, je ne changerais rien. C'est-à-dire que je reprendrais le même chemin, honnêtement. Donc aujourd'hui, ce qui m'a sauvé aussi, c'est le monde artistique et c'est l'amour de ma vie. Et j'espère que, en entendant ce témoignage, il y a des gens qui vont dire, tiens, on a envie de l'aider parce que malheureusement, aider-moi, c'est aussi aider d'autres personnes handicapées parce que les gens nous ferment trop les portes. Et moi, comme je dis souvent, être noir et être handicapé, c'était 2 handicaps. Et c'est les toujours jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que on est des personnes comme tous les autres. Et c'est pour ça que j'ai créé ce bébé qui s'appelle Madison, qui est vraiment ce symbole de la tolérance, l'innocence, la pureté. Oui. Voilà, ce bébé qui a la peau métissée, qui a les yeux bleus brillants, qui a mèche blonde. Parce que j'avais vraiment envie que tout le monde puisse s'identifier dedans. Donc c'est pour ça que je dis aux personnes handicapées, si vous avez des projets, n'abandonnez pas. Après, je peux comprendre que des fois, il y a des gens ne croient pas en nous, mais c'est à vous de leur prouver le contraire. Moi, je me suis battu pour montrer aux gens que rien n'était impossible. Donc il faut rester fort et courageux. Vous aviez des frères et sœurs, Mason? Oui, j'ai des frères. Et ces frères n'ont pas atterri à Paris, eux? Que sont-ils devenus? Non, ils n'ont pas atterri à Paris. Ils sont restés au En Cameroun? fait, oui, il y en a qui sont au Cameroun, ils sont restés au Cameroun, oui. Et je suis content. Au début, le pire, c'est qu'au début, quand ça m'est arrivé tout ça, je me suis demandé pourquoi moi et pas mes frères. Mais en fait, non, je suis bien content que ça soit pas venu parce que c'était horrible. Et ça, je le souhaite à personne sur cette terre, à personne. Et surtout, c'était vraiment très horrible. Honnêtement, je le souhaite pas parce que, vous savez, je dis souvent aux gens, j'ai pas envie que personne vienne me dire ce que j'ai à faire. Je n'écoute ni la police, je n'écoute ni les juges parce que quand j'ai eu besoin, personne n'était là. Vous savez, Olivier, je vais dire mon histoire, ma vie. Là, ce que je vais raconter, c'était en bref, mais a été atroce. Et tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais personne n'était à ce que, voilà, aucun médecin n'était là. Aucun policier n'était là. Je sais ce que j'ai vécu et c'était les moments les plus horribles de ma vie. C'est totalement hallucinant. C'est totalement hallucinant ce que vous avez pu vivre. Et il n'y a pas, comment on appelle ça, vous savez, prescription. Il y a prescription pour ces crimes qui ont été commis contre vous? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous pouvez peut-être encore porter plainte. Vous n'avez plus envie, vous voulez passer à autre chose? En fait, je veux passer à autre chose, mais en même temps, je veux aussi, comme j'ai dit, moi, ce que je voulais, c'est surtout s'attaquer. Je voulais que l'État reconnaisse leur tort. Surtout, on va dire, à l'époque, les juges, les associations, parce que regardez, j'ai quand même tous les commissariats de police étaient au courant. J'en ai fait énormément depuis que je suis parti de loin. J'étais à Dijon, j'étais partout, et j'appelais à l'aide. En fait, malheureusement, chaque fois, on m'a pas cru. Même à un moment, ils m'ont enfermé à l'hôpital Salpêtrière à l'âge de 12 ans. Et tout ça, et chaque fois que j'étais convoqué dans le bureau de la psy. Vous savez ce que la psy elle faisait? Non. Chaque fois, elle appelait ma tante, elle disait à ma tante d'être là, de venir, et répétait à ma tante tout ce que je disais devant moi. Alors vous imaginez, j'étais tétanisé, Ouais, bien terrorisé. Est-ce que, Mason, est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas eu la peau noire, le même traitement vous aurait été accordé? Moi, là, je vais parler au nom de l'Afrique. Ce que je n'ai pas envie, c'est que les gens pensent, parce que j'entends certaines personnes qui disent oui, ce sont des coachings africaines. Je pense que ça n'a rien à voir, l'Afrique ou la France, ou, voilà, c'est juste que ces personnes étaient atroces. Après, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que, non, je pense que c'est plus ma couleur de peau qui était très difficile pour que quand j'étais à l'ASE, oui, quand j'étais voir la police, oui. Parce Oui, que c'est on ce veut que pas le j'entendais, dire. en fait. Ma Voilà, question, voilà. elle portait là-dessus. C'est est-ce que si vous aviez été un petit enfant blanc en fugue, est-ce que vous n'auriez pas recueilli plus l'attention des gens?
Mais de toute façon, honnêtement, c'est exactement ça. Je le dis à haute voix, je n'ai rien contre. Attention, hein, c'est pas tout le monde parce qu'il y a des personnes blanches. Mon père est blanc, mon père était blanc, pardon. Il y a des personnes blanches qui m'ont aidé, qui ont été formidables, comme mon parent Olivier Lapidus. C'est quelqu'un qui est toujours là. Il y a plein d'autres personnes. Moi, je veux pas. Mais par contre, si, je sais que ça a joué beaucoup. Et malheureusement, on me l'a même à l'époque, on me l'a dit plein de fois. Et d'ailleurs, les femmes d'accueil n'ont pas été à m'insulter, de me dire de ces espèces de salles noires que j'étais fait pour être brûlé, que je ne m'aidais pas de vivre. On me l'a dit plein de fois alors que je n'avais que 12 ans. Vous imaginez, j'étais un enfant. On me l'a Qui dit vous plusieurs fois. insultait comme ça? Mes familles d'accueil. Les femmes. Et c'est eux ils m'ont nourri avec la nourriture pour Ah chiens. oui, les Ils familles m'ont d'accueil. enfermé. Oui. Mhm. Voilà, les familles d'accueil, tout ça. L'ASE. Et les éducateurs le savaient. Tout le monde le savait. Et la police le savait. C'est pour ça que je veux être honnête avec vous, je n'apprécie pas spécialement la police. Après, oui, il y a des bons. Mais ce qui est triste, c'est que chaque fois que j'ai eu besoin d'eux, ils n'ont pas été là. La preuve, j'ai subi des attouchements sexuels de 19 ans. J'étais traumatisé. Eh ben, personne n'a rien fait, le service social, la police, comme d'habitude, tout le monde a classé le dossier. De toute façon, moi, Mason Ewing, je sais que je n'ai pas grand-chose à faire ici. C'est regarder un Français qui va faire un projet, qui va être voyant, va faire un projet, même si elle est handicapée, elle va peut-être trouver de l'argent. Et moi, d'être noir et d'être handicapé, pourtant, je fais beaucoup de belles choses, il paraît d'après les dires de tout le monde. Mais des soutiens, c'est compliqué. Mais bon, heureusement quand même qu'il y a quelques personnes qui croient en moi. Mais des fois, on a besoin d'argent pour faire avancer des projets. Oui, et puis de personnes comme vous, Mason, parce que aujourd'hui, on continue de se battre contre, en tout cas, d'essayer de célébrer la diversité et de se battre contre la mise à l'écart des personnes en situation de handicap, parce que on a encore beaucoup de progrès à faire en France, non? C'est clair. Vous savez que je pense que si vous avez regardé, c'est l'Amérique qui m'a donné une chance. C'est quand je suis parti, vous imaginez, en plus, je vous le dis, quand l'ASE m'a mis à la rue, je me suis retrouvé à la rue sans papier. J'étais sans papier, alors que j'étais arrivé en France à l'âge de 6 ans, en janvier 89, et m'ont mis à la rue, c'était en 2001, j'étais aveugle et sans papier, donc je vous dis pas. Et comme par hasard, j'ai eu mes papiers après que je sois parti aux États-Unis et que j'ai eu un article dans LA Times. Mhm. Et c'est là où j'ai eu mes papiers, alors que je vivais en France déjà depuis très longtemps. Je suis français depuis pas si longtemps que ça. Alors que ça fait 30 ans, plus de 30 ans, en janvier, ça va faire 31 ans que je suis en France. Et là, ça fait peut-être 7 ans que je suis français. Ouais, 7 ans que vous êtes français, ouais. Alors que j'aurais dû l'être depuis longtemps. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, la totale, je l'ai vécu. Mais comme je dis, tant pis, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je vais me battre pour que d'autres enfants ne subissent pas ça. Et quand vous m'avez posé la question tout à l'heure pour le procès avec mon oncle et ma tante, j'avoue, j'y ai pensé. Et je repense en ce moment. Et des fois, je me dis, on sait qui c'est. C'est un avocat qui est puissant. Un avocat qui a vraiment, excusez-moi, qui a des couilles, qui n'a pas peur, et qui est prêt à mener. Moi, je serais prêt parce que, honnêtement, je le ferai pas que pour moi. C'est pas une question de vengeance, mais je le ferai pour que un jour on entende parler de cette histoire et que pour que il y a une nouvelle loi qui sorte et pour qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui subissent ce que j'ai subi. Mais oui, parce que tout de même, condamner ces gens, ce serait condamner la barbarie, ça serait condamner quelque part l'emblème des violences faites à beaucoup d'enfants aujourd'hui. C'est ça. Oui, parce que surtout qu'en vivant chez eux, il y avait une autre gamine qui était avec moi, ma cousine Karine. Et une fois, elle a eu tellement eu peur d'eux qu'elle a sauté du premier étage. Ouais, Elle est partie, vous imaginez, on Oui. habitait à Porto Combo. Elle est partie de Porto Combo jusqu'à Coulommiers à pied, alors qu'elle elle devait avoir peut-être 8-9 ans. Elle avait peur d'eux. Et alors, il y a eu tellement de preuves. Et je ne comprends pas pourquoi la police n'a jamais rien fait. Et c'est souvent la question que je me pose, mais il n'y a pas eu d'enquête. Même Madame Baudouin, du collège où j'étais, elle avait fait un constat, elle avait prévenu la police, tout ça. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Bon, en tout cas, je vous remercie 1000 fois pour ce témoignage édifiant, édifiant à plein de niveaux, Mason. Félicitations pour l'homme que vous êtes, pour votre œuvre aussi, puisque vous êtes réalisateur aujourd'hui, que vous êtes designer, que vous êtes styliste, et que j'espère que ce soir, vous aurez ouvert la voie pour certaines et certains qui sont en situation de handicap et qui, s'ils se posaient la question peut-on y arriver? Est-ce qu'on doit garder l'espoir? Eh bien, je pense que vous aurez répondu oui à cette question et je vous en remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée, Mason. Mille merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir. Et les gens, ils peuvent me contacter sur mes réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. D'accord, merci. Au revoir. D'accord, merci. Au revoir.
D'accord, merci. Au revoir. D'accord, merci. Au revoir. D'accord.